Que le groupe UP et le groupe Technologia ont mené auprès des élus pour un peu sonder leur motivation à agir. Donc on vous adressera l'ensemble de ces résultats d'ici la fin de la journée. Vous aurez les résultats du baromètre, donc ça pourra vous alimenter, vous nourrir, etc. Donc merci à vous dans la salle de votre participation. N'hésitez pas à utiliser le chat à fond pour pouvoir rebondir, partager des échos par rapport à ce que vous avez à entendre. On va prendre un peu de temps pour ça, pour pouvoir un peu croiser les échanges. Et donc, le thème de ce début d'après-midi, c'est par rapport à ce qu'on a organisé ce matin, c'est de voir ce matin on a vu donc la motivation intrinsèque des élus sur le terrain à se bouger, à se trouver des marges de manœuvre, quand bien même c'est difficile, etc. Bref, à agir. Et dans la continuité, la logique des choses, c'est de voir dans quelle mesure vous qui représentez les appareils, on va dire appareils au sens large, confédéraux, fédéraux ou unions territoriales, quel que soit le niveau départemental ou union régionale, qu'on le verra avec la région Île-de-France pour la CFDT. Donc votre capacité à accompagner le terrain. Et ça veut dire quoi, accompagner le terrain? Et je vous propose donc de le décliner en deux phases, cette séquence. Une première partie sur la partie un peu gouvernance. Ça veut dire quoi quand on parle d'appareil? En termes de gouvernance, de lourdeur, etc. C'est un peu l'image qu'on peut avoir par rapport à des jeunes qui sont plus enclins à rejoindre des collectifs, qui se défont, qui sont plus agiles, où il y a moins de statuts, de trucs un peu lourdingues, etc. Un peu plus agiles. Et il y a matière peut-être à cogiter là-dessus, hein, par rapport aux règles d'encadrement de ces appareils, de ces organisations, quelles qu'elles soient. Et donc, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, Chloé Bourguignon, tu représentes l'UNSA au niveau de la région Grand Est, donc union territoriale. Stéphane Destug, toi, tu représentes la CFDT Métallurgie, tu es secrétaire général de la CFDT Métallurgie. Gérard Mardinet, toi, tu représentes, tu es secrétaire général de la Confédération CFE, donc l'étage Confédération, et également l'étage Confédération avec Angéline Barthes. Toi, tu représentes également la vue, on va dire, de la tête de gondole, hein, on va dire le chapeau confédéral au niveau de la CGT. Non, ça, écoute, tête de gondole, ça t'allait pas. Bon, ok, chapeau, un joli chapeau. Voilà. Et donc, on attend Diego Melchior qui va nous rejoindre, qui est secrétaire général, qui remplace Isabelle Itagnou, qui représente la CFE-CGC Île-de-France. Donc, ça sera intéressant d'avoir un peu, peut-être, d'avoir la vision avec peut-être la métallurgie de Stéphane avec une approche verticale. Et on aura également Pierre Didiot qui représente FO et une UD, l'UD de Savoie, et donc il nous expliquera un peu ce qu'il fait en tant qu'UD pour supporter. Il va nous rejoindre. Et Diego, je le vois arriver, donc il ne devrait pas tarder. Diego, je vais l'inviter à monter sur scène. Hop, invité à participer, et ça devrait être bon. Donc, avant de lancer les débats, je vais permettre à nos partenaires, donc en premier lieu à Arnaud, Arnaud Breuil, qui est en charge de la vie coopérative et qui est directeur des partenariats du groupe Hub. Arnaud, si tu peux un peu nous expliquer dans quelle mesure, c'est dans votre ADN de supporter les appareils, leur permettre de jouer leur rôle, et comment, et dans quelle mesure c'est vraiment l'ADN de Up d'être dans cette position-là. Je te laisse la place. Hop, je m'en vais. C'est l'avantage de pratiquer les nouvelles technologies. Vous avez vu, on arrive à faire du changement d'écran en direct. Donc bonjour à toutes et à tous. Mis à part cette petite plaisanterie, on a tenté à peu près tout ce qu'on pouvait en éteignant nos micros et nos haut-parleurs depuis ce matin. Et malheureusement, à chaque fois, on a un effet Larsen. Donc comme on n'est pas des bons techniciens, on s'est dit que le plus simple, c'était de se limiter à un seul écran avec un seul micro et de faire du changement de chaise. Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, juste un très très rapide retour par rapport à ce qui s'est dit ce matin. On l'a dit, hein, ça a été vraiment un échange très très riche avec des militants de toutes les organisations syndicales qui ont montré que ils étaient jamais à court d'idées, d'ingéniosité pour essayer de trouver les meilleurs moyens de communiquer, d'échanger et de dialoguer avec les salariés, malgré le contexte particulièrement compliqué dans lequel on se trouve. C'est vrai que l'intérêt qu'on a cet après-midi, c'est de voir aussi comment structurellement les organisations syndicales s'organisent pour répondre à leurs militants, pour leur apporter de la matière à agir. Il y a bien évidemment le contenu
qui est propre à l'expertise qu'une confédération, une union régionale, départementale ou une fédération peut apporter à ses militants. Mais il y a bien évidemment aussi et surtout, au-delà des éléments de contenu, l'aide en termes, j'ai envie de dire quasiment logistique, d'appui qui peut être apporté aux militants. En tout cas, pour ce qui est de Up, nous, on est vraiment très contents de partager ce cycle de rendez-vous avec Rodolphe, avec Miroir Social. On l'a déjà souvent fait pendant les périodes de confinement. On a fait des webinaires thématiques. Et effectivement, ça nous permet d'avoir de très nombreux échos, de très nombreux retours de la façon dont les choses sont aujourd'hui en train d'évoluer. On a une révolution, on va dire, du monde du travail. C'est pas simplement le fait qu'il y ait des accords de télétravail qui soient signés dans les entreprises. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde du travail. Le rapport des Français et plus généralement du monde au monde du travail, des citoyens. Le rapport, évidemment, du coup, en découle des relations sociales, le dialogue social dans les entreprises qui se distendent et qui font appel, en fait, qui doivent faire appel à l'ingéniosité des acteurs du dialogue que représentent les instances des organisations syndicales. Je me répète aussi par rapport à ce que j'ai dit en conclusion ce matin, nous, on est de ceux qui pensent à Up que c'est une force que d'avoir cette diversité syndicale, parce que chacun, en fonction de son mode d'organisation et de, on va dire, de son socle idéologique, même si c'est un peu fort comme terme, évidemment, a toute sa place à occuper et ça permet justement cette diversité d'offres à tous les salariés d'y trouver, en tout cas de trouver des réponses qui leur correspondent le mieux en matière d'action militante et d'investissement dans les entreprises. En tout cas, donc, du coup, je me répète, on est très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et évidemment, du coup, Up, c'est aussi le sens de notre histoire, hein, compte tenu de la nature du métier qui est le nôtre et du développement que l'on fait des services aux salariés, que d'essayer de contribuer à la modeste place qui est nôtre, d'essayer d'apporter et de développer des outils au service des acteurs du dialogue social dans les entreprises et dans les organisations. Donc, je vais être très attentif cet après-midi, je vais être un peu moins bavard que d'habitude. En tout cas, je vais écouter avec beaucoup d'attention vos interventions respectives. Et puis, bien évidemment, vous l'avez vu, pour le coup, je vais un peu animer le chat. J'essaierai de suggérer à Rodolphe quelques-unes des remarques ou des questions qui seront posées par les participants à ce webinaire pour vous aider aussi à rebondir en tant qu'intervenant, puisque quand on intervient, généralement, on n'a pas forcément toujours les yeux sur ce qui se passe à côté, sur le chat. Voilà, donc en tout cas, bon webinaire, bons échanges à vous tous. Et du coup, je relaisse aussitôt la place à Rodolphe. Merci, à tout de suite. C'est immédiat, c'est fantastique. Ça lag même pas. Et pour passer la transition, pour passer la parole à Jean-Claude Delgene, les appareils, le rôle des appareils, ils ont clairement un rôle par rapport, il y a une profusion d'accords d'entreprise, de négociations. La place de l'accord d'entreprise a été renforcée, elle ne cesse d'être renforcée avec des accords qui sont de plus en plus dérogatoires par rapport aux accords de branche, etc., même au code du travail. Et donc, dans ce cadre-là, peut-être que la place des appareils se pose. Et Jean-Claude, je te laisse intervenir en ce mode un peu shuffle. C'est un peu le rôle des chaises musicales. Pour l'instant, chacun garde des chassets, c'est le principal. Écoutez, bonjour, heureux de vous retrouver et de pouvoir peut-être échanger avec vous, en sachant que je connais pas mal d'entre vous. Donc Technologia, c'est comme vous le savez, un cabinet d'expertise qui œuvre depuis maintenant près de 32 ans sur l'ensemble du champ de l'expertise. Et il est vrai que les ordonnances Macron, avec la hiérarchie des normes qui a changé, avec y compris l'éradication d'un grand nombre de mandats, avec les turbulences qui ont été générées, y compris avec cette césure sur le mandat qui est imposé après un certain nombre d'années. Tout cela a été très tumultueux, très bouleversant pour l'ensemble des élus, qui ont été même, y compris souvent sous pression dans la signature d'accords. Et on a pu noter, enfin nous on a eu quelques exemples assez édifiants de dérives dans la signature d'accords au niveau local. Par exemple, je me souviens d'une situation vraiment difficile sur le plan de travail, situation de travail délétère, vraiment difficile. Et dans l'accord qui avait été signé par les élus pour
donc une durée de 3 ans, bah, les élus avaient renoncé à réaliser en fait, des missions d'expertise. C'était un peu compliqué, vous voyez? Parce que, il aurait fallu, assez rapidement aller à l'expertise. Là, il a fallu ramer pour nommer un expert pour risque grave, ça a été contesté, enfin bon. Vous voyez donc, la question du recours à l'expert, alors bon, vous allez dire que je plaide à demeure pour nos pour dans une logique corporatiste, mais c'est pas du tout ça. C'est que en fait, les experts sont, je dirais, Technologia ou d'autres, hein, mais sont des acteurs importants pour faire face à la complexité aujourd'hui qui est de plus en plus réelle, hein, dans la négociation, pour trouver des solutions, pour imaginer et pour négocier, pour tenter de négocier à égalité avec les directions. En cela, les experts sont porteurs d'une logique qui évite souvent d'aller dans le morcellement, d'aller vers des problèmes je dirais, de manipulation aussi, hein. Quand vous avez des équipes qui sont trop faibles ou pas armées, pas formées et qui vont signer des accords qui sont redoutables parce qu'il y aura un codicile en bas de page qui aura été accepté, mais bon, sans vraiment en voir la portée, bah, c'est quand même embêtant. Voilà. Donc nous, Technologia, on est là pour travailler de telle manière à ce qu'on puisse corriger, éviter ces dérives, et on est des compagnons de route, des élus du personnel depuis près de 32 ans. Bon, on n'a pas choisi ce métier-là, moi et l'équipe, hein. Donc Technologia, c'est aujourd'hui à peu près 170 salariés sur le groupe, avec beaucoup de gens engagés au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens bien formés, qui ont une pratique en cohérence avec leurs convictions et qui essayent, par un travail souvent important, de faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, de prévenir les risques professionnels, de mettre l'humain au cœur des décisions, de mieux travailler aussi sur toute la problématique je dirais financière, hein, de favoriser une meilleure répartition de la valeur ajoutée qui est créée par quand même le collectif. Et puis, on travaille aussi sur l'aspect juridique, hein, je vous renvoie à nos droits que nous avons lancé, qui est en fait, qui a été une très grande réussite aujourd'hui. Nos droits, c'est utiliser nos droits qu'on a lancés donc il y a à peu près 2 ans et demi, et c'est aujourd'hui plus de 10 000 personnes qui l'utilisent régulièrement. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur l'aspect numérique, ce que ça signifie. C'est quand même très important, vous voyez. Et donc, on est en train donc de consolider ça avec d'autres outils, parce que nous, on pense que le numérique complète le travail de terrain, hein. C'est pas, ça s'oppose pas, ça se substitue pas, ça complète et ça permet d'avancer. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Je suis heureux de tous vous revoir et de pouvoir effectivement échanger et m'enrichir à vos contacts. J'espère que le dialogue sera très intéressant. Merci. Je laisse la parole à nouveau à Rodolphe. Bon, entendu. Ben, merci Jean-Claude. Pierre nous a rejoint entre-temps, super. Il nous manque plus que Diego qui devrait nous rejoindre. Alors, on va donc, comme je vous le disais, on va séquencer en 2 parties. On va premièrement parler des appareils. Alors, vous avez on va parler des appareils en termes de gouvernance. Et Angéline, on va commencer avec toi. Donc, tu es en charge au niveau de la Confédération du développement, hein, de développement syndical, et notamment quand on a préparé ensemble, tu m'expliquais que tout le monde, ça va être un discours récurrent, c'est côté l'approche fédérale, l'approche métier et l'approche interpro via les unions territoriales. Et ce que tu me disais, que la porte d'entrée naturelle pour les salariés, tu vas voir, il y aura d'autres témoignages qui iront dans le sens-là, sans surprise, la porte naturelle des salariés qui ne sont pas syndiqués ou qui ont besoin, qu'on demande, c'est l'union territoriale, c'est par le territoire. Or, de facto, c'est ce niveau, l'interpro, et le territoire où il y a le moins de moyens. La priorité va plutôt sur les approches métiers, fédérales, enfin bon. Et comment tu vois cette nécessité, et pour un appareil comme celui de la Confédération, d'avoir les 2 pieds, c'est-à-dire la capacité à marcher avec les fédérations et l'articuler ça au mieux avec l'approche territoriale.
Vaste sujet, je Oui, suis conscient. énorme sujet. On a combien d'heures? On a 2 heures, 3 heures? Tu as 8 minutes. 4 minutes et 4 minutes. Tu as 4 minutes. Aucun souci. Oui, bonjour et tout d'abord, merci pour cette invitation et peut-être je pense que c'est important aussi de faire le lien avec tout ce qui s'est dit ce matin. J'ai pu assister à toutes les interventions ce matin et sur aussi la question de comment on construit le revendicatif et comment on s'organise, on se restructure et comment est-ce qu'aussi on fait des allers-retours, effectivement, alors entre les syndicats, les structures professionnelles et interprofessionnelles. Moi, je ne parlerai pas de centrale, puisque à la CGT, en fait, tout le monde a l'impression qu'on est une organisation centralisée et verticale. En fait, le cœur de notre organisation, c'est le syndicat, et qui est le syndicat qui est obligatoirement adhérent à une union départementale et une fédération, et c'est ça qui fait son adhésion à la CGT. Je pense que c'est aussi peut-être important de le redire à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit, on note, enfin, avec les ordonnances Macron, à la fois le fait que la négociation s'est décentralisée dans l'entreprise, et on sait que dans le projet présidentiel, il y a aussi une accélération, enfin une volonté de réaffirmer, de continuer, la décentralisation de la négociation collective et du dialogue social. Et donc, on voit effectivement les pertes de moyens. Les pertes de moyens dans les entreprises, mais qui affectent aussi nos structures interprofessionnelles, puisqu'on a moins de moyens aussi à détacher au niveau dans nos structures interprofessionnelles, et on voit que de plus en plus les camarades ont tendance à concentrer les moyens, mais parce qu'aussi ils ont plus de choses à faire avec moins d'heures, et donc on voit un éloignement donc de l'organisation et un recentrage aussi, un recentrage des moyens. Mais on voit aussi, et ça a été dit par l'intervenant précédent, un recours aussi davantage aux experts, et un éloignement aussi, un éloignement de fait de nos organisations syndicales, ou du lien avec nos structures, qui fait qu'effectivement, il peut qu'on arrive aussi à des signatures d'accords qui ne sont pas tout à fait conformes avec ce qu'on peut revendiquer, mais c'est aussi l'état du rapport de force, et l'état aussi de la division syndicale dans les entreprises qui, je pense qu'il faut aussi analyser. Pour nous, effectivement, on a des outils à la fois l'outil professionnel, la proximité professionnelle, elle est travaillée par les fédérations, et on a aussi tout ce qui est la proximité, mais géographique et territoriale, c'est les unions départementales et plus particulièrement les unions locales CGT, qui sont des outils d'accueil des syndicats, des syndiqués. Et effectivement, en fait, on est sur un principe de fédéralisme, c'est-à-dire que chaque organisation est souveraine dans le cadre de nos orientations communes, et de fait, tous les accords de droits syndicaux, les accords d'aide au paritarisme qui sont négociés dans les branches vont aux fédérations. Et ensuite, les fédérations redonnent en fonction des moyens à l'interpro. Et effectivement, cet échelon de l'union locale, c'est aujourd'hui l'échelon dans la CGT qu'on essaie de réfléchir et de repenser. On est à 10 mois de notre congrès confédéral, et je pense qu'on a un certain nombre de choses à repenser, puisque c'est l'outil utile d'accueil et de contact avec les salariés qui viennent nous voir, et avec les syndicats. Mais c'est l'outil dans lequel on a aujourd'hui le moins de moyens, ce qui nous pose des problèmes. Par ailleurs, on revendique aussi la création d'un droit interprofessionnel, parce qu'on pense qu'il est nécessaire d'avoir non pas de l'argent, parce d'un côté, on a une association de gestion, la GFPN, qui donne des moyens aux organisations syndicales, mais nous, on pense qu'on a besoin de moyens, de temps, de bras, de cerveau, pour faire marcher aussi nos structures. On a besoin d'avoir des militants qui soient détachés dans nos organisations interprofessionnelles, qui soient protégés, et qui soient protégés le temps du mandat, qui soient protégés aussi dans le retour dans l'entreprise, ou quand ils peuvent très bien aussi être détachés à temps partiel, et qu'ils continuent à avoir une carrière dans l'entreprise, puisque quand on est
quand on est militant CGT, on a souvent une carrière bloquée. Et par ailleurs, qui puissent bénéficier d'une reconnaissance aussi de leur expérience acquise pendant le mandat à leur retour dans l'entreprise. Et donc, c'est des choses qu'on a apportées notamment dans la négociation sur le paritarisme qui s'est achevée au mois de mai. Et on a obtenu, bon, c'est pas grand-chose, mais on a quand même obtenu un groupe de travail donc qui réfléchissent donc dans le cadre de l'accord paritarisme à des moyens interprofessionnels, bon, pas dans le cadre de la négociation, plutôt dans le cadre des organismes de gestion paritaire, mais c'est néanmoins un premier pas vers la reconnaissance du travail qui est fait et des moyens qui doivent être donnés à ces endroits-là. Entendu, Angéline. Alors ça, tu parles d'une négo, hein, enfin d'un rapport de force, d'essayer de négocier quelque chose, des moyens en termes de ressources humaines. Hein, Il y a un autre point sur lequel vous avez, là pour le coup, 100% la main, quand on préparait l'entretien, c'est ce que tu me disais, c'est à l'approche d'un congrès, ça doit être chaud de comment on apporte ça, mais dans quelle mesure il y aurait matière à réfléchir sur comment on simplifie le fonctionnement statutaire des unions locales, enfin de l'union du territorial, pour éviter l'embolisation, le côté un peu on tourne en rond avec des AG qui servent à rien, entre guillemets, où il n'y a personne, et pour être plus dans l'action. Alors attention, hein, je n'ai jamais dit qu'il fallait une réforme statutaire à 10 mois du congrès confédéral alors que ce n'est pas prévu. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même à réfléchir effectivement à un certain nombre de choses. Alors bon, je pense que c'est pas parce qu'il y a personne aux AG qu'il faut arrêter. Enfin, qu'il faut arrêter ça. C'est aussi des lieux d'expression démocratique. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment où si vous voulez, on a une organisation de la CGT qui est faite sur ces 2 jambes, et c'est très bien, je ne remets strictement pas ça en cause. Mais effectivement, il y a énormément d'endroits où des fois on décide de la même chose. On a un congrès confédéral qui décide d'orientation interprofessionnelle, qui sont ensuite déclinés dans les fédérations, qui sont ensuite déclinés au niveau des unions départementales, puis des unions locales. Et effectivement, et puis on a aussi des champs fédéraux qui n'ont pas été réfléchis depuis les années 70, avec un monde du travail en évolution. Donc effectivement, on fonctionne sur la base en fait d'une organisation qui à l'époque avait d'autres moyens, des moyens plus conséquents, plus importants, des temps syndicaux plus importants, et je pense que c'est pareil pour toutes les autres organisations syndicales. On aurait besoin non pas de réfléchir en termes parce qu'il y a pénurie d'heures, mais peut-être il faudrait aussi réfléchir à une meilleure structuration pour pouvoir répondre aussi aux nouvelles formes de salariat, pour pouvoir répondre aussi à tous ces salariés des TPE, PME, envers lesquels on a aussi plus de mal à aller. Et effectivement, alors si c'est pas parce qu'il y a pléthore d'assemblées générales, mais il me semble qu'en tout cas, on pourrait aussi avoir une organisation qui serait efficace différemment pour pouvoir répondre en tout cas aux attentes des salariés, qui sont nombreuses. Alors, on le voit d'ailleurs, excusez-moi, hein, Merci. On le voit aussi dans le comité d'évaluation des ordonnances et notamment sur un rapport qui a été fait sur la négociation dans les TPE où les conditions de travail et salariales négociées dans les TPE sont catastrophiques et je pense qu'on a des rôles à jouer au niveau de l'interpro pour aider ces salariés-là qui ne sont pas structurés. Claire. Voilà. Merci Angéline, tu réinterviendras quand tu voudras au fil des interventions. Merci à toi et parfait. Donc, parole à Pierre Didiot. Alors, Pierre, tu es où? Tu es là, je te fais passer en grand écran. Donc, Pierre, toi, tu es responsable de l'UDFO Savoie, je ne sais pas, 72 73. Je ne sais pas confondre avec 74 et la Haute-Savoie. Bon,
Voilà, j'allais me planter. Et donc, toi, on va rester sur le côté, l'approche territoriale. Dans quelle mesure, toi, tu vas pouvoir illustrer votre capacité à appuyer le terrain? Concrètement, il y avait a priori un mouvement de grève avec le Grand Chambéry, c'est ça, hein? Et vous avez, vous, en tant qu'union départementale, soutenu le mouvement. Donc, concrètement, ça a donné quoi? C'était quoi, concrètement? Comment on soutient en tant qu'UD un syndicat, une section qui se met en grève dans la territoriale? Alors, avant de parler, oui, effectivement, de relater les 2 jours de grève qu'il y a eu dans la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, c'est à peu près 500 agents. Je voulais faire plaisir à ma camarade de la CGT, j'ai mis le portrait de Léon Jouot derrière moi. Alors, ce que je voulais dire avant toute chose, c'est que je partage complètement ce qu'elle a dit concernant la proximité. Alors, on a à peu près, je pense, le même système de recueil des cotisations que la CGT, c'est-à-dire que nous, tout part de la base. C'est-à-dire c'est les syndicats qui versent aux unions départementales et qui versent aux fédérations. Donc, les UD collectent les cotisations qui vont en partie à l'union départementale et on reverse à la confédération, c'est l'Interpro. Mais dans tout ça, je voulais quand même dire que il y a 2 manières de faire enfin 2 manières. Et en fait, il nous faut 2 moyens pour le syndicalisme, c'est les bras, donc les moyens humains. Et là, je ferai un petit crochet sur la loi de 2008 et les moyens financiers. Mais je dirais que ce n'est pas forcément le plus important, les moyens financiers, à partir du moment où on a les bras humains. Je reviendrai après là-dessus. Mais pour répondre à ta question, donc effectivement, l'union départementale, elle n'est pas là pour faire… ça tombe bien. Il y a beaucoup de gens de FO autour, mis à part Jean-Claude. Je ne sais pas, on ne raisonne pas comme ça. Alors, je vais être un peu cassant avec mes camarades de FO. Heureusement, pas tous. Mais je pense que le rôle d'un secrétaire général, c'est de s'occuper de son département. Et tous les mandats périphériques qu'il faut bien entendu occuper, mais on peut les déléguer. Je pense à la CPAM, je pense à l'URSSAF, je pense à la CAF, je pense à l'UGCAM, je pense à la région, le Césaire, etc. Il y a plein de mandats qu'il faut occuper, il faut y être. Il y a des positions à prendre, des décisions à prendre et des avis à donner. Et pour autant, je me suis débarrassé de tous ces mandats très chronophages. Parce que quand tu pars à Lyon pour un Savoyard, c'est la journée qui dégage. Ensuite, quand tu pars à l'UGCAM, c'est la journée qui dégage, etc., etc. Donc, si l'on veut soutenir nos syndicats et on veut répondre à chaque sollicitation, il n'y a pas 150 solutions, il faut être là. Parce que les syndicats, c'est un peu comme les gens qui tombent dans la rue, ils appellent les pompiers. Donc, il y en a qui sont organisés, mais il y en a beaucoup, c'est au dernier moment, il se passe un truc, vite, il faut être là, il faut faire un tract, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire un communiqué de presse et il faut y aller. Et pour cela, eh bien, il faut des bras, mais il faut des bras sur site. Il faut des bras dans l'union départementale et bien sûr, quand on arrive à les faire fonctionner, les unions locales. Parce que les unions locales, c'est la proximité, c'est ce qu'il y a de plus près des syndicats. Nous, en Savoie, on a 8 unions départementales, unions locales, qui sont réparties sur le territoire de la Savoie. Et donc, quand les camarades des syndicats ont besoin, eh bien, ils vont téléphoner et rencontrer le secrétaire de l'union locale. Alors après, bien sûr, le secrétaire de l'union locale, il n'est pas en permanence, ce n'est pas un permanent de l'union locale. Donc, il n'est pas forcément là. Et là, c'est là que manquent les moyens financiers pour pouvoir éventuellement, eh bien, pas seulement avoir des gens du public, parce que là, il peut y avoir un détachement, mais avoir des gens du privé, pour ça, il faut payer. Et donc, les UD n'ont pas les moyens de payer. À ce titre-là, s'il y a une révolution, alors, quand on dit révolution, souvent, on imagine la lutte armée, mais la révolution, ce n'est pas forcément la lutte armée. Quand je dis j'ai une idée révolutionnaire, je vais pas sortir le bazooka. C'est un truc qui va changer les choses, qui va les changer de sorte qu'on les améliore. Si on prend les cotisations, les fédérations récoltent plus que les unions départementales. Et les confédérations récoltent plus que les unions départementales. En fait, les unions départementales,
sont celles qui ont le moins de moyens financiers. Donc, on compense ça en ayant les moyens, quand on peut, les moyens humains. La loi de 2008, elle a amené un gros problème. Jusqu'en 2008, lorsqu'un salarié arrivait dans l'union départementale, puisque c'est bien souvent par là que ça passe, eh bien, on le rencontrait, puis souvent, les salariés, ils viennent pas parce que tout va bien. Hein. Ils viennent pas vous dire, voilà, tout va bien chez moi, j'ai envie de créer un syndicat et j'ai 150 € à perdre. Hein. Non, non, non. Il y a un problème derrière. Parce que celui qui vient et qui me dit, j'ai pas de problème, je veux payer une cotisation et je veux m'engager pour les autres, il existait peut-être il y a 30 ans, mais il devient de plus en plus rare aujourd'hui. Donc, on commence en principe par un problème. Après, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce problème, eh ben, il essaie de le régler de manière collective, ce qui nous amène des gens autour de lui. Et ensuite, les élections arrivent, on présente une liste, on devient représentatif, etc., etc. Et là, on crée une dynamique collective. Or, la loi de 2008 a posé un grave problème. Parce que, auparavant, lorsque le salarié venait, s'il était dans une boîte de plus de 50, on avait juste à faire un papier, il était délégué syndical, il était salarié protégé. Je rappelle quand même que même salarié protégé, aujourd'hui, ça pose un problème. On voit bien dans les directs, on voit bien au ministère du Travail que ça pose un problème. 17 000 salariés protégés sont licenciés par an. On autorise. Donc, ça ne file pas envie à ceux qui arrivent. Ils sont plutôt... Et d'ailleurs, on ne leur raconte pas. On leur dit qu'ils sont protégés, qu'ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent dans le cadre de leur mandat et qu'ils sont protégés. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, tout ça, ça rajoute à des difficultés. Donc, ces salariés-là, on pouvait les désigner délégués syndicaux. Ils étaient salariés protégés, ils avaient un nombre d'heures, ils avaient un panneau d'affichage et ils pouvaient démarrer leur activité syndicale. Aujourd'hui, on ne peut pas. On désigne des RSS. Les RSS, si c'est en début, si l'élection vient de se passer, il reste 3 ans à attendre. 3 ans à attendre, il faut tenir 3 ans sans rien, sans pouvoir négocier, sans pouvoir discuter avec le patron et obtenir des choses pour les salariés. Alors, on a fait la démonstration hier, justement, de 2 choses. D'abord, que l'union départementale est essentielle pour le soutien des syndicats qui souhaitent établir un rapport de force pour obtenir ce à quoi ils aspirent et ce à quoi ils ont droit. Alors, au niveau de Grand Chambéry, ce sont 500 salariés depuis des années, là, 2 ans, ils discutent d'une prime. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne suis pas fonctionnaire. Rapidement. Et je ne suis pas fonctionnaire, je ne connais pas Oui. tous les détails des histoires de RIPSET, tout ça, ça m'échappe. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'action collective. Donc, peu importe le contenu, on y va et on défend l'intérêt de nos camarades et des salariés au passage. Donc, ils ont décidé effectivement d'aller au conflit social. Ils ont réussi à établir le rapport de force. Et pendant 2 jours, l'union départementale était présente. J'étais présent. Combien de secrétaires d'UD ne vont pas? Parce que c'est pas, ils disent, c'est pas à moi de faire ça. Mais bien sûr, si c'est pas à toi, c'est à qui de faire ça? Qui est le premier? Moi, je suis fier d'être le premier larbin de l'union départementale de Savoie, Force ouvrière. Et je suis au courant de tout. Et quand il y a un problème, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Et c'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, je suis fier de dire au passage que Force ouvrière est la 2e organisation syndicale du département, derrière la CGT, avec qui je m'entends très bien par ailleurs. Et on progresse. Et on progresse parce qu'on est sur le terrain, pas parce qu'on fait briller ou flotter le chapeau à plumes dans les différentes instances où il faut qu'on soit. Ça, il suffit des délégués. Mais on manque de moyens de plus en plus. Les jeunes, malheureusement, avec tous ces fameux dits réseaux sociaux, et ne me dites pas que je suis un vieux con, parce que je suis informaticien, donc j'adore l'informatique. Mais le Facebook, le Twitter, le machin, le truc, c'est pas ça qui amènera les adhérents, ça, c'est sûr. Et c'est pas ça qui donnera une avancée dans les combats que l'on a à mener. Ça, c'est juste pour alerter et pour dire quand c'est fini, oui, on a gagné. Et on dit jamais, d'ailleurs, quand on a perdu, vaut mieux. Autrement, ça décourage tous les autres. Donc, concernant les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Non, non, Pierre, excuse-moi, là, tu n'auras pas non, le temps mais sur les je réseaux termine sociaux. pour dire que ça ne nous amène pas du collectif, quoi. Bien au contraire. Ouais. Et les jeunes, c'est à cause de ça, si aujourd'hui ils ont moins d'engouement dans le collectif, dans leur entreprise, et de se mêler à la bagarre avec les syndicats. Voilà. Ok.
Et simplement, merci Pierre, et je compléterai par rapport à ce que tu as dit dans les moyens par rapport à Grand Chambéry, c'est que tu me disais, il y a toi qui mouille le maillot, mais également l'union départementale amène le barnum, la bonne sono qui va bien, qui met bien qui crache bien, le véhicule, aussi la logistique qui va avec, quoi, et qui contribue à sécuriser l'action de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de rentrer dans les logiques de rapport de force. Ça, les syndicats qui ont l'habitude de faire des actions savent bien que quand on fait un piquet de grève, on n'arrive pas avec les mains dans les poches, et les salariés, quand ils arrivent, en plus s'il pleut, ils vont pas rester longtemps. Donc il faut un minimum, alors je vais pas dire de confort, mais un minimum de structure pour qu'ils se disent, oui, il se passe quelque chose, on reste, on est là. Donc la sono, le barnum, le repas de midi, ce sont on va dire, c'est pas l'essentiel, mais ça participe à ce que les salariés restent mobilisés sur le piquet de grève, bien entendu. Ok, merci Pierre, tu pourras réintervenir. Merci de ton écho. Très bien. Gérard Mardinet. Bonjour. Donc, toi, tu es secrétaire général de la Confédération CFE-CGC, la Confédération qui a mis en place une réforme territoriale lors de votre précédent congrès. Hein, vous l'avez introduit à ce moment-là. Et si tu peux nous rappeler un peu dans quelle mesure vous avez mis en place une réforme qui consiste à responsabiliser les fédés dans le cadre des unions régionales, et dans quelle mesure, quelle place ça a posé pour les unions départementales. Enfin, voilà. Et dans quelle mesure vous avez mis le sujet sur la table et d'aller. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de l'invitation. Juste pour resituer, nous, notre organisation statutaire, c'est-à-dire que nous, ce sont les syndicats qui adhèrent aux fédérations elles-mêmes adhérant à la confédération. Et en revanche, toutes nos unions, qu'elles soient régionales, départementales ou locales, sont des organisations dites constituées par la confédération. Donc, vous voyez, nous, on a un niveau montant qui est via les syndicats, les fédérations jusqu'à la confédération, et c'est la confédération qui organise et qui finance accessoirement les unions régionales, départementales et locales. Et le but de cette réforme, c'était de faire que toutes les fédérations présentes sur une région donnée soient présentes dans l'instance de direction de l'union régionale considérée, et qu'ensuite, les unions régionales ont à charge d'organiser leurs unions départementales. Et voilà, et nous, on fait avec cette complémentarité parce qu'on n'avait pas toutes les fédérations représentées dans beaucoup d'unions régionales, et ça posait des problèmes quand il fallait supporter certaines sections de fédérations qui n'étaient pas présentes dans l'instance de l'union régionale. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces deux structures fédérales et territoriales. Et on va prendre sur des exemples dont certains ont été évoqués ce matin. C'est que il est bien évident, quand il y a un problème dans une entreprise qui dépend d'un secteur, eh bien, il est important que les gens qui connaissent la profession, le métier, l'ensemble de la filière puissent intervenir. Et typiquement, dans l'automobile, on a une filière automobile qui est interfédérale, qui permet de traiter et d'assister et de demander des entretiens dans les ministères quand il y a matière à sur certains problèmes. Et en revanche, on a des unions régionales et départementales qui peuvent soutenir cette action. Typiquement, je prends un exemple, Bosch-Rodez, où vous savez qu'il y a des gros problèmes de transformation, vu qu'ils sont spécialisés dans les injecteurs diesel. Eh bien, on les supporte tant par leur fédération d'appartenance, qui est la métallurgie et l'ensemble de la filière automobile, mais aussi via des actions de notre union départementale de l'Aveyron. Donc voilà, un autre exemple qui a été cité, où Philippe Petit-Colin est intervenu ce matin, donc GI Belfort, où dans la mise en relation avec les politiques de la région, hein, vu que Philippe ce matin m'a rappelé qu'il y avait différentes approches dans la constitution du dossier de GI, hein, notamment, il y avait une approche médiatique, une approche stratégique, une approche politique. Eh bien, l'Union régionale Bourgogne-Franche-Comté les a aidés dans l'approche des politiques locaux, en particulier la présidente de région, de même que notre UD du Jura les a également aidés. Et puis pour revenir sur un autre dossier, Jacob Delafonte, dont vous avez probablement aussi entendu parler, qui était très menacé vu que le groupe américain qui détenait l'usine qui est à côté de Dole voulait justement vendre ça. Eh bien, on a été très actifs avec d'autres organisations syndicales pour organiser et
essayer de faire des prises de contact pour que cette entreprise soit reprise, ce qui a été fait par le groupe Kramer, eh bien, c'est l'Union départementale du Jura qui a été très active pour tout ce qui était le relationnel avec les politiques et la presse locale. Donc voilà comment ça se passe. Et donc ces deux structures, finalement, territoriales et fédérales, sont très complémentaires. Et notre but, nous, c'est d'en optimiser le fonctionnement, y compris dans le support des militants. Et quand il y a un problème juridique, par exemple, un salarié, un adhérent de telle entreprise a un problème, eh bien, les unions territoriales ont d'abord comme mission, s'il appartient à telle convention collective, de l'orienter vers le syndicat local de cette fédération ou la fédération pour l'aider de la manière la plus pertinente, parce qu'au niveau d'une union départementale ou locale, nos militants qui y sont ne peuvent pas connaître toutes les subtilités juridiques de toutes les conventions collectives de France et de Navarre. Donc voilà, pour nous, ces deux structures sont complémentaires. Notre réforme avait pour but de faire qu'il y ait plus de liens entre les deux, et notamment que les fédérations puissent être toutes représentées dans nos unions régionales, dans nos territoires. Et donc, cette efficacité, elle est toujours perfectible, mais on pense qu'il y a une très grande complémentarité dans cette organisation. Merci Gérard. Tu auras l'occasion de réintervenir sur la deuxième séquence, sur la formation. Simplement, je précise un point, je le prends à mon... Quand tu dis cette réforme, je précise qu'un point important, on en parlait avec Angéline, sur le côté embolisation, etc. Ce que vous avez fait, un truc qui n'est pas neutre, et ça illustre bien, c'est qu'avant, les fédérations avaient une place dans les unions régionales, mais ils avaient autant de sièges que de leur poids, alors que désormais, c'est une voix, c'est un siège avec un poids en fonction électorale, mais il n'y a pas une multiplication de gens qui vont simplement être intéressés par avoir un siège, et vous avez dépassé ça, et c'est très bien. Ah ouais. Voilà. Donc, parole à Chloé Bourguignon. Donc, Chloé, je te mets à l'écran. Donc, Chloé Bourguignon, toi, tu représentes, tu es la responsable de l'UNSA au niveau de la région Grand Est. C'est la plus grande région donc, la plus grande région que tu chapeautes. Tu as ce privilège et cette responsabilité avec toute la complexité que ça sous-entend. Par exemple, sur cette région-là, tu as 10 UD. Donc, concrètement, toi, comment tu vois, par exemple, la question du renouvellement de ces UD avec la multiplication que ça représente sur une région qui est très grande? Oui, alors merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vais faire comme mes petits camarades, vous préciser comment on est organisé à l'UNSA. Donc nous, on n'est pas une confédération, on est une union. Et ça ressemble plus à la CFE-CGC qu'à CGT-UFO. C'est-à-dire qu'effectivement, nos syndicats adhèrent à une fédération. Ensuite, qui sont elles-mêmes composantes de notre union nationale, et nos unions départementales, régionales et nos unions locales sont aussi des instances émanant du national. Alors, même si on a des statuts types, chaque territoire a son fonctionnement propre. Donc les UD et les UR n'encaissent pas de cotisation, mais sinon de toute façon c'est pareil que partout, c'est-à-dire qu'on s'appuie bien sur ces deux jambes, territoire et puis fédération, qui sont forcément très complémentaires. Alors du coup, donc moi je suis secrétaire générale de l'UR Grand Est. On n'est pas la plus grosse région, il y a des régions qui ont 12 unions départementales, mais effectivement à l'UNSA on a fait le choix en Grand Est de fusionner tout de suite nos unions régionales. Je crois que le congrès a eu lieu le 15 décembre 2015, alors que la mise en place de la réforme territoriale était au 1er janvier 2016, parce que du coup, on voulait justement pouvoir avoir des interlocuteurs au niveau des collectivités et de l'État de façon rapide, mais il y avait aussi des traditions différentes en fonction des territoires. Et aujourd'hui, effectivement, comme j'imagine aussi c'est le cas pour les autres syndicats, on a toute une génération de personnes qui partent en retraite, qui sont beaucoup investies.
on a une réduction des moyens, ce que pointaient mes camarades aussi. Et du coup, on aimerait aussi forcément qu'il y ait des gens, pas que du public, qui s'investissent. Alors, je précise quand même maintenant, à l'INSA, nous, on a autant de voix dans le public que dans le privé. Ce n'était pas le cas sur le dernier cycle électoral. Mais aujourd'hui, on aimerait aussi que nos niveaux territoriaux reflètent ça un petit peu plus. Mais clairement, avec les moyens financiers, je rejoins aussi ce que disait Angéline pour la CGT, c'est-à-dire qu'on a besoin de moyens humains. On aimerait aussi pouvoir, la financier fait pas tout là, ce serait vraiment bien de pouvoir avoir du temps syndical dans les entreprises, aussi pour pouvoir avoir un peu plus de temps de détachement. La volonté, clairement, c'est de renouveler, de rajeunir, de féminiser, et pour ça, il faut aussi effectivement donner envie. Donc moi, au niveau de l'Union régionale, on a toute une équipe qui est dédiée à accompagner les unions départementales. Comme je vous le disais, sur les 10, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Donc nous, vraiment, notre expertise, elle est sur bien comprendre les territoires, donc y aller régulièrement, bien le connaître. Aussi avoir une équipe qui est issue de tous ces territoires-là pour pouvoir mieux les accompagner. Et un petit changement qui a eu lieu au dernier congrès de l'UNSA il y a 3 ans, c'est qu'il y a une équipe nationale d'un secteur territoire qui a été mise en place. Et donc, on a aussi ce niveau-là qui nous accompagne au niveau des UR, des UD et des UL pour travailler sur la structuration, sur le réseau, sur la formation, on va dire, qu'est-ce que c'est que d'être responsable d'une structure territoriale. Et on voit que ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là, on a toute cette vague de renouvellement. Les collègues qui étaient un petit peu inquiets sur l'investissement, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Une fois qu'on les a mis un petit peu dans ce parcours et qu'on les accompagne sur une prise de mission, ils voient tout à fait que qu'il y a pas forcément la même chose qui peut être attendue sur tous les territoires et que derrière, ça peut être un petit peu... aussi en fonction de l'équipe qu'ils auront autour d'eux, du temps qu'ils peuvent avoir et puis de ce qu'ils ont envie de faire pour leur territoire. Et je rejoins aussi ce que disait le collègue de FO. Sur les mandats périphériques, donc nous, on siège dans moins d'organismes, parce qu'on n'est toujours pas représentatif au niveau national. On siège quand même dans moins d'organisations au niveau départemental et régional. Mais là, clairement, sur toutes les dernières désignations, CPM, CAF, tout ça, on a vraiment insisté pour que ce ne soit pas les secrétaires départementaux et les secrétaires d'UR qui s'en occupent. Et ça fait aussi partie du travail de renouvellement, d'essayer de répartir un petit peu les missions sur différentes personnes. Chloé, il y a un point là que quand on préparait l'entretien, tu m'expliquais pour le renouvellement des secrétaires d'UD, les responsables d'UD, que dans quelle mesure tu avais axé ta stratégie aussi sur pour motiver les gens, notre fil directeur, de dire sur des histoires de reconvertir des gens, des salariés en reconversion professionnelle qui venaient du privé et avec une forme de VAE, comme quoi le passage au sein de l'UD était un gage d'expérience professionnelle et des choses, et tu mettais ça en avant. Je me trompe, c'est bien ça, hein? Oui, alors c'est pas forcément que pour des profils de secrétaire d'UD, mais comme je disais, il y a une vraie volonté que les personnes du privé puissent aussi s'impliquer à la fois dans la vie de leur fédération au niveau territorial, l'expérience de la CFE-CGC nous parle aussi à l'UNSA, et puissent aussi s'impliquer dans les territoires. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Soit il y a un employeur qui accepte qu'une partie du salaire soit pris en charge si nous, on a les moyens, soit effectivement, il faut trouver des façons de permettre à des personnes du privé d'avoir que ça colle, entre guillemets, à la fois en termes de timing et puis en termes de moyens. Et effectivement, on a aujourd'hui aussi je pense, c'est pas que générationnel, mais ça va revenir de plus en plus, la possibilité d'avoir des carrières qui bougent beaucoup plus. De plus en plus d'accords d'entreprise et d'accords aussi dans le public pour reconnaître les parcours syndicaux. Et effectivement, pour nous, c'est sur ça qu'on essaie de travailler. Là, moi, j'ai un exemple d'un collègue dans la Meuse où clairement, il était effectivement en VAE et ça nous a permis à nous de lui proposer différentes missions syndicales. Qui sont rentrés dans sa VAE et aujourd'hui, il avait cet intérêt et cette réflexion de VAE qui était
qui était déjà là et du coup, il peut à la fois compléter sur son parcours personnel et en même temps profiter de ça pour donner du temps en développement sur la Meuse et sur sa fédération. C'est un gars de l'industrie en l'occurrence. Entendu. Dernière question, Chloé. Tu as un territoire super large et donc tu m'expliquais là aussi, vous êtes dans une logique de développement, vous avez des enjeux forts pour vous, INSA, avec la représentativité à 8%, il y a des enjeux forts de développement. Et donc, comment, toi, en tant que secrétaire d'union régionale, tu fais l'arbitrage entre, par exemple, attends, que je ne me mélange pas sur le Bas-Rhin, qui est votre vivier, ou en termes de vivier électoral, c'est là où il y a le plus à pêcher, c'est-à-dire il y a plus de 100 000 salariés, voilà, c'est beaucoup de CSE sur lesquels vous pouvez investir, et par exemple un département comme la Marne, où il y a 8 000 salariés, des toutes petites boîtes, et comment en tant que l'arbitrage, dans quelle mesure il y a un risque à négliger des zones à plus faible retour sur investissement électoral, en gros? Oui, et alors en plus, je rejoins les collègues sur la proximité. Donc clairement, nos territoires, moi sur le Grand Est, l'essentiel des voix est sur quelques départements. Et en plus, nous, les unions locales, clairement, elles sont créées quand il y a des militants de proximité, mais surtout quand il y avait des collectivités qui étaient prêtes à donner des subventions. Et ça veut dire qu'il y a des départements entiers où chez nous, il n'y a pas d'UL. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes militants de proximité, mais ça, forcément, le maillage du territoire n'est pas le même. Mais là, si nous, on regarde les résultats électoraux des dernières présidentielles et législatives, on voit qu'il y a vraiment des territoires qui sont passés complètement à l'extrême droite en termes de vote. Il y a 5 départements en tout cas, qui ont placé Marine Le Pen en tête au second tour des élections. Là, on a 9 députés qui sont du Rassemblement national. Et moi, je fais le constat que c'est aussi des endroits où il y a moins de présence syndicale. Alors, il y a moins de présence syndicale parce qu'il y a aussi moins d'entreprises, moins d'administration. Enfin, on pourrait faire une analyse beaucoup plus approfondie de ce sujet-là. Mais clairement, nous, le choix qu'on fait, donc on est dans une phase de développement, on a besoin de déposer des listes et de faire des voix. Clairement, l'objectif, comme tous les autres, nous, c'est pas de rester représentatif, c'est de le devenir. Donc, c'est encore une marche qui est assez importante. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on abandonne ces territoires-là. Au contraire, et même si dans la Meuse et dans la Haute-Marne, notamment chez nous, les voix sont beaucoup dans les TPE pour le moment, on a aussi ce besoin d'avoir une animation territoriale et de pouvoir peut-être investir de façon soutenue alors que ça rapporte entre guillemets moins de voix. Pour que ça se fasse, voilà, pour que notre présence, elle continue à être sur ces territoires, et parce qu'on estime aussi que c'est du rôle des organisations syndicales d'être présentes dans des endroits qui peuvent être abandonnés par tout un tas d'autres acteurs de la vie sociétale et politique, et ça fait partie d'un sujet qu'on n'arrivera pas à résoudre seul, mais si nous on n'est même plus là, clairement va y avoir aussi un souci pour l'avenir, et toujours pareil, un souci pour notre objectif de renouveler, de rajeunir et de féminiser. Voilà, il n'y a pas que on a besoin aussi que les copains retraités qui ont donné beaucoup de temps et qui continuent à s'investir puissent s'appuyer aussi sur des nouveaux profils dans ces territoires-là. Merci Chloé, merci à toi. Alors, parole à Diego Melchior, donc tu es responsable de la CFDT Île-de-France. Alors, je ne sais pas comment je t'ai présenté tout à l'heure, a priori, je n'ai pas dit CFDT, parce que je ne sais pas. Tu remplaces donc Isabelle Itanou, qui est souffrante. Et Diego, si sur cette première partie, tu peux nous expliquer, vous, au niveau d'une grande région, là aussi, comment, vous, en tant que CFDT, le côté... vous n'êtes pas psychorigide sur les UD, certaines UD qui ont disparu parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens et elles ne répondaient pas forcément à un objectif qui était clairement identifié. Et donc, vous avez joué avec des unions, je crois, territoriales interprofessionnelles, donc que vous appelez, qui sont transversales à plusieurs départements. Et comment un peu tu peux caractériser un peu cette capacité à faire évoluer en permanence l'organisation pour répondre au mieux aux besoins? Oui, à toi, bonjour à tous. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis pour ma collègue que je remplace au pied levé. Déjà, je voulais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites de mes collègues des Interpro, des AutoS que je partage, parce que je pense qu'on a des fonctionnements quand même assez similaires dans les grandes confédérations. Moi, il se trouve qu'en plus, je suis effectivement le secrétaire de l'URI, mais je suis aussi le secrétaire de l'UTI de Paris. Et donc, ça parle, tout ça. Oui, alors nous, on n'a plus d'UD, on a des unions territoriales, mais ce que je voulais dire, pour être assez succinct, c'est que c'est pas tellement nos préoccupations, c'est pas tellement les sujets de structure. Parce que ça a été dit d'ailleurs avant, c'est
comment on oriente une organisation syndicale, comment on l'oriente service, comment on l'oriente vers les bénéficiaires. Donc les bénéficiaires, c'est des salariés, les agents, les travailleurs, même maintenant, les adhérents, les militants, et après tous ceux qui sont aussi en responsabilité. Et donc les réponses ne sont pas les mêmes. Une des choses qu'on travaille, par exemple, et on a fait aussi une enquête assez forte au niveau confédéral là-dessus, c'est les ressorts de l'engagement. Parce que avant même le CSE, on a d'ailleurs des calculs assez précis au sein de la CFDT Île-de-France, les trajectoires de mise à disposition, de détachement, de temps attribué aux OS, ça fond comme neige au soleil. Et ça date d'avant les CSE. Les CSE n'ont absolument pas du tout, et ça a été dit, amélioré les choses, l'ont aggravé même sur certains secteurs professionnels. Et ce qui est vrai aussi, et c'est là où nous on essaie de travailler sur les ressorts de l'engagement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser au moins nos adhérents, qui sont quand même 100 000, plus de 100 000 en Île-de-France, pour qu'ils donnent un tout petit peu de temps pour faire de l'action syndicale. Et l'action syndicale, c'est plein de choses qui ont déjà été citées. Hein. C'est faire venir un collègue à un after-work, c'est faire participer à une mobilisation qui est soutenue par l'interpro de proximité, que ce soit une grève, un piquet de grève, une manif, etc. C'est aussi donner un coup de main pour accueillir les nouveaux adhérents. Tout ça, c'est le boulot de l'interpro et on ne le fait pas qu'avec des gens qui sont détachés. Et les unions territoriales interpro, c'était donc pas que une réforme interne de moyens, c'était aussi de complètement réorienter l'orientation de la CFDT vers les bénéficiaires. Et en termes de chiffres, on a 100 000 adhérents, il y a 10 000 sections syndicales en Île-de-France. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment exploité le vivier militant pour pouvoir déployer tout ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de creuser. Et aussi, même si c'est comme dans les autres confédérations, notre syndicalisme, c'est un syndicalisme qui est organisé à la base par les syndicats professionnels, c'est de se donner quelques libertés pour animer autour de collectifs projets qui sont transverses, autour thématiques, l'environnement, l'égalité professionnelle, la lutte contre les discrimes, sans forcément qu'on soit un élu dans un CSE, etc., etc. Donc, c'est d'être un peu sur des passages un peu transverses sur ces sujets-là. Et puis, très clairement, sur l'interprofessionnel de proximité, alors on appelle ça comme on veut, hein, nous on appelle ça Union territoriale interpro, demain ça aura peut-être un autre nom, c'est de réfléchir en collectif de projets, vraiment en projets territoriaux. Je peux donner plusieurs exemples, je m'arrêterai là. Nous, on a parlé beaucoup des TPE, c'est clairement effectivement la vocation de l'interprofessionnel CFDT d'accueillir les travailleurs sans papier, d'accueillir les travailleurs des petites boîtes, des travailleurs indépendants, les livreurs à vélo, les chauffeurs VTC, bref, tous les publics qui ne sont pas directement dans les grosses entreprises, en tout cas les entreprises plus de 50. Et puis, l'autre aspect des choses quand même, c'est d'être le lien entre ce qu'on peut porter en termes de revendications dans les entreprises qui sont de l'ordre du pro et les revendications qui sont de l'ordre de l'interprofessionnel sur l'aménagement du territoire, la qualité de vie, le cadre de vie, etc. Et ça, c'est effectivement un lien qu'on essaye de faire au quotidien. Aujourd'hui, nous, on a un enjeu, c'est vraiment dégager des marges de possible pour proposer aux uns et aux autres dans la CFDT de s'engager sur la base d'un temps que nous, on appelle le micro-temps, hein. C'est-à-dire le temps choisi, même si on nous donne 2 heures dans une semaine pour participer à une action, on prend. C'est-à-dire que, évidemment, il faudra toujours des gens détachés à 50, 75, 100% pour faire tourner les structures, mais on préfère cumuler les petits temps. Après, il faut les organiser, c'est ce que nous, on appelle la mobilisation un peu générale dans l'organisation, avec des viviers militants. Et tout ça, ça marche. Je crois que c'est d'ailleurs le copain de la Haute-Savoie qui l'a dit. Ça marche quand on est sur le terrain et quand on rencontre les sections syndicales et qu'effectivement, on s'éloigne un peu des mandats qui doivent être occupés par des militants, on le pense aussi, mais des militants qui ont cette compétence. Le rôle des responsables, c'est effectivement aller chercher ceux qui peuvent occuper ces mandats et qui peuvent participer à l'action. Voilà. Ok, merci Diego. Parfait. Tu respectes le timing. Et on va passer sur la deuxième séquence, la partie, on va dire, les services que peuvent apporter concrètement les appareils, donc l'accompagnement, la formation notamment. Et en parlant d'accompagnement, parole à Stéphane Destug, donc tu es le secrétaire général de la CFDT Métallurgie. Et donc, Stéphane, si tu peux nous expliquer comment on a préparé l'entretien, tu m'expliquais déjà, et c'est pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude Desgènes tout à l'heure, c'est dans quelle mesure Diego aura l'occasion d'en reparler avec ARC, c'est le dispositif d'accompagnement ressources conseils mis en place par la Conf et qui est plutôt porté par les unions régionales pour accompagner les sections qui sont en difficulté, enfin qui ont besoin d'aide. Mais toi, dans quelle mesure tu constates que dans ta fédération, il y a des sections qui signent des accords
que vous considérez comme étant en fait des conneries, parce qu'en fait, en gros, c'est pas des accords où les contreparties sont pas suffisantes. Enfin bon, bref, n'ont pas été négociés comme ils auraient pu l'être, et les militants en question n'ont pas été en parler à leurs syndicats et a fortiori à leurs fédés, et ont vécu leur vie comme des grands. Et dans quelle mesure ça vous pose un sujet, un vrai sujet? Stéphane. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Oui, par rapport à ce que tu dis, Rodolphe, alors on ne va pas dire qu'ils signent des conneries. Ils signent, eux, ils pensent bien faire. Quand ils signent, ils pensent bien faire. Pour autant, ce n'est pas toujours en phase avec ce que l'on voudrait. Et effectivement, nous, on fait régulièrement des préconisations, on a des axes politiques, des préconisations, et il faut vraiment qu'on garde le lien avec nos équipes. Et du coup, il faut qu'on y soit très vigilant. Et on l'a vu notamment pendant le confinement, où on a eu du coup une crise économique aussi derrière, où on a eu pas mal de demandes d'APC et des équipes sous pression qui ont pu accepter, je dirais, de signer des accords que nous, fédération, ou que le syndicat n'aurait jamais accepté, notamment, comme tu le disais, du fait que les contreparties n'étaient pas là. Alors en plus, ça peut aussi nous mettre à mal, nous, fédération. Si on prend par exemple un exemple d'APC signé en Normandie pendant cette crise, avec des équipes sous pression à qui on dit, mais pour sauver votre emploi, il faut accepter notamment qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire pendant 5 ans, qu'il n'y ait plus de maintien à 100% du salaire en cas de chômage partiel pour les cadres, qu'il n'y ait plus de jours, que le jour de carence ne soit plus payé. Alors, je suis dans la métallurgie, tout ça, normalement, ça y est. Pourquoi pas? Sauf qu'en face, il n'y avait aucune contrepartie, aucun retour à meilleure fortune. Donc, du coup, nous, ça nous a posé un problème, sauf qu'on a eu cet accord a posteriori, donc il avait été signé. Donc là, il faut qu'on fasse attention à ça. On essaye de cadrer un peu les affaires, on va dire, en proposant, on va dire, de la ressource au niveau de la fédération, sur lequel, normalement, les syndicats, les sections syndicales peuvent s'appuyer. Encore faut-il qu'elles aient toutes le réflexe. Dans les ressources, nous, on a... Oui, pardon. Ouais, pour te relancer, je pense que quand tu parles de ressources, tu allais parler, moi je fais simplement la transition, mais là vous avez un sujet où il ne faut pas vous trompiez. Par exemple, vous venez signer l'accord, la nouvelle convention collective de la métallurgie qui a induit un gros morceau qui est les nouvelles classifications. Ça va se négocier dans les boîtes, et donc autant faire se peut que les militants, quel que soit leur syndicat, tiennent bien la route là-dessus. Et donc vous avez investi sur de la formation. Oui, alors ça c'est important parce que effectivement, dans ce déploiement de conventions collectives qui est un peu important, on a mis beaucoup de moyens. Donc, on a commencé déjà à donner le contenu à toutes nos équipes. Mais une fois qu'on leur a donné, il faut aussi l'expliquer. Donc, on a d'abord commencé par faire un tour d'explication du contenu. Et maintenant, on se dirige donc sur la mise en place. Il faut vraiment former. Donc, dans un premier temps, nous... Au niveau de la fédération, on a développé des modules de formation. On a notamment 2 gros modules de formation, un sur les classifications, un sur la protection sociale. Dans un premier temps, c'est la fédération qui est descendue sur les territoires pour les animer. Puis, dans un second temps, on a formé des formateurs territoriaux. Et donc, actuellement, ces formations sont déployées au plus près des territoires. Donc, c'est de l'ordre de, on va dire, 10 par mois sur l'ensemble des territoires qui sont déployés par des acteurs locaux. Nous, on complète tout ça par des webinaires pour essayer de toucher le plus de monde possible. Et donc, ça marche assez bien, puisque si on prend nos formations, par exemple, classification, c'est près de 400 militants qui sont formés chaque mois par les équipes locales qui s'appuient donc sur un module fédéral qui leur apporte. Je rebondirai. Vraiment, le rôle de la fédération pour accompagner, c'est vraiment de produire de l'outil, d'avoir des référents techniques, et aussi par rapport à l'intervention de Diego de tout à l'heure, il parlait typiquement des TPE, où on va être plutôt sur de l'action régionale interpro, et nous, on fournit à nos unions régionales, à nos UTI, on fournit les outils pour qu'ils puissent aller à la rencontre des équipes.
Par exemple, on a des petits triptyques pour les TPE sur les stations-service et les spécificités. Et donc, les interpros peuvent s'appuyer sur ces outils qu'on fournit. Entendu. Alors, Stéphane, il y a un point, Gérard en a parlé, Mardinier tout à l'heure en a parlé de la capacité d'une confédération à aller taper à la porte des ministères, et notamment du ministère, enfin des bons ministères, pour se faire entendre. Et on a souvent, enfin, on parle de General Electric, mais on va dire, on pourrait croire que c'est simplement pour les grosses boîtes, en fait, que ça vaut ça. Et à t'écouter, enfin, quand tu m'expliquais que non, justement, que le ministère de l'Industrie était très à l'écoute par rapport aux enjeux industriels et de sauvegarde de l'appareil de production, on va dire, très à l'écoute même de remonter sur des petites boîtes que vous êtes, qui sont dans votre périmètre et que vous êtes capable, vous, en tant que fédé, et que ça sonne aux oreilles des personnes qui vous écoutent au niveau des ministères, des informations que vous leur donnez, notamment par exemple sur les profils de certains repreneurs chinois qui ne seraient pas aussi clairs que… C'est un gros cliché, mais voilà. C'est pas un gros cliché, malheureusement, c'est la réalité de ce qu'on a pu vivre, notamment avec le groupe Manoir, qui a été repris par un investisseur chinois qui a jamais respecté ses engagements. Et effectivement, notre rôle fédéral, c'est effectivement de porter de la prospective, on va dire, nous, dans notre partie sur l'industrie, de parler des grosses filières, mais on va dire le plus grand réservoir, ou malheureusement les plus grands PSE, c'est pas ce qu'on voit dans les grosses entreprises, c'est toutes les petites entreprises qui disparaissent. Et là, on se fait devoir d'être les ports d'entrée pour nos équipes, au niveau notamment de Bercy, même si actuellement on regrette qu'on n'ait pas un vrai ministre de l'Industrie, parce que Bruno Le Maire, en ayant le pouvoir d'achat et l'industrie, actuellement il est plus sur le pouvoir d'achat que sur l'industrie, mais son cabinet quand même est assez à l'écoute régulièrement, avoir des rendez-vous pour évoquer avec eux le risque des repreneurs ou de proposer des solutions alternatives quand c'est possible, de trouver des solutions, d'accompagner, d'alerter notamment sur des repreneurs qui vont envoyer à la catastrophe. On l'a fait pour Manoir, on l'a fait pour la Française de Roux. C'est des entreprises dont on n'entend pas parler forcément dans les journaux, mais nous, sur notre maillage territorial, donc ça nous remonte et là, on accompagne nos équipes parce qu'ils ne sont pas toujours à l'aise, on va dire. Bercy, ça peut impressionner, mais nous, au niveau de la fédération, vu qu'on doit y aller au moins 2 fois par mois, ça nous impressionne un peu moins et on peut aider nos équipes qui, elles, vont préparer leur sujet et nous, on va les aider à le porter. Et on va être surtout leur point d'entrée. Et ça, c'est vraiment un rôle d'accompagnant par rapport à nos équipes sur notre vraiment aspect industriel. Merci Stéphane, merci à toi. Et Angéline, donc te voilà de retour pour parler des moyens. Alors, moi, on avait parlé de formation. Je me rappelle très bien quand on avait cadré l'entretien, tu me dis, on parlait de formation. Enfin, ça revient dans vos discours. Mais tu me disais, il ne faut pas oublier, vous, l'objet que ça a derrière, l'objet politique que ça a. La formation, c'est pas simplement de la formation instrumentale juridique. Pour toi, ça va au-delà de ça. Et donc, voilà, l'importance que ça a pour toi, la formation que vous portez en tant que confédération. Et si tu peux simplement nous expliquer, parce que tu m'avais dit qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais aborder, alors rapidement, mais je pense que c'est intéressant, tu parlais d'une plateforme d'aide à la négociation sur laquelle vous êtes en train de cogiter. Et ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Oui, tout à fait. Donc effectivement, en fait, à la CGT, on a un principe qu'on appelle la double besogne. En fait, on est à la fois sur la question de transformer le travail, travailler sur les conditions de travail, ce qu'on appelle aussi le carreau cassé, et également transformer la société. On est donc syndicalisme de transformation sociale et de la société. Et effectivement, de fait, à la fois, il y a la formation, l'accompagnement des mandatés dans leur mandat, l'accompagnement responsabilité aussi dans les mandats, mais il y a également la bataille des idées. En matière de formation et pas seulement d'ailleurs en matière de formation, mais en tout cas notre formation syndicale, elle s'articule autour de ça. On forme à la fois sur les questions de santé au travail,
je ne sais pas, sur les élections gagner les élections professionnelles. Et puis, on va avoir aussi lutter contre l'extrême droite. On va avoir aussi des questions qui vont être considérées comme sociétales, mais nous qu'on considère comme étant aussi lutte de classe, les questions d'égalité professionnelle, les questions LGBT aussi dans l'entreprise. Et donc, on forme toujours sur à ces deux niveaux. Mais on a aussi des journées d'études. Par exemple, une journée d'études sur la question du coût du capital, puisqu'on nous renvoie toujours à la question du coût du travail. Mais nous, en fait, on travaille aussi à des argumentaires pour les syndicats sur cette question du coût du capital. On a ouvert aussi à tous nos syndicats des journées d'études sur la réflexion sur le mix énergétique, puisque l'énergie, ça concerne pas seulement les syndicats qui sont dans l'énergie, mais ça concerne également l'industrie, les services, enfin tous les impacts que peut avoir l'énergie aussi, le coût de l'énergie, la fabrication de l'énergie sur l'ensemble des champs professionnels, les questions aussi d'égalité professionnelle. On a aussi un institut d'histoire sociale aussi, alors là c'est plus sur les questions de bataille des idées, qui travaillent sur, je sais pas, l'histoire du syndicalisme et l'extrême droite, ce que porte le syndicalisme sur le service public de la santé. Enfin voilà, on a un vaste champ en fait, à la fois de réflexion, de journée d'études, mais également en matière de formation aussi de nos élus. Et on a aussi notre presse syndicale. On a encore une entreprise de presse, la Nouvelle Vie Ouvrière, qui aussi sur la bataille des idées, sur comment est-ce à la fois on a un journal mensuel, mais on édite aussi la RPDS, la revue de droit social, d'ailleurs que beaucoup de mandataires peuvent lire, mais ignorent que c'est la CGT qui la publie. On a aussi des guides juridiques, mais donc on essaie toujours de mener la bataille des deux côtés, et à la fois former en mandat, former aux besoins immédiats de nos mandatés, mais également ramener des choses aussi dans le cadre de la bataille des idées. Et par exemple, aujourd'hui, on est extrêmement préoccupé de la montée de l'extrême droite, y compris chez certains de nos militants, et des idées d'extrême droite. On pense que ça fait partie aussi, en tant qu'organisation syndicale, de nos missions de former à ces questions-là. Effectivement, donc on est en pleine réflexion, mais pour l'instant, on travaille à un projet qu'on va bientôt présenter à la direction confédérale, effectivement, d'un projet de plateforme d'aide à la négociation collective pour nos syndicats, parce qu'à la fois, on voit que la question pour nous aujourd'hui, c'est pas seulement l'aide juridique, c'est aussi l'aide juridique et comment est-ce qu'on passe du juridique aux revendications et aux propositions de la CGT. Par exemple, de toujours réussir à lier ces deux choses-là. Par exemple, le temps de travail, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle, pour pouvoir aussi remettre du contenu aux camarades lorsqu'ils sont dans la négociation. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur une plateforme numérique pour garder aussi contact avec nos organisations syndicales. Donc, on est avec... on est encore sous la forme groupe de travail, mais c'est un projet qu'on espère pouvoir présenter, en tout cas à nos syndicats, au prochain congrès confédéral en mars. Très bien, merci Angéline. Super. Diego, par contre, j'avais oublié de te faire passer à l'écran, donc je te fais passer à l'écran. On ne voit pas. Diego, tu es là? Diego, ouais, il est parti? Je suis là et je voudrais vous laisser. Ouais. Ah ouais, effectivement, oui, tu as une contrainte non, mais tu avais même une contrainte à quelle heure? À 15h, non? 15h30, mais c'est bon, à 16h, je dirais, pas de souci. Alors excuse-moi. Alors, j'en ai vite fait parler tout à l'heure. La CFDT, la Conf, a mis en place un dispositif qui s'appelle ARC, c'est Accompagnement Ressources Conseil. Vous, en tant qu'URI, vous avez formé des syndicalistes à la démarche ARC, et ensuite, c'est des sections qui font appel aux formateurs ARC pour les accompagner, c'est-à-dire des référents, des experts, ou enfin des gens qui ont de l'expérience. Mais si tu peux nous parler de la nuance entre accompagnement et contrôle, la frilosité qu'ont les sections à dire je vais me faire accompagner, mais dans quelle mesure à un moment ça va devenir du contrôle, on va perdre de l'autonomie, et voilà. Oui, alors c'est des sections qui nous sollicitent, mais c'est aussi des sections à qui on va faire une offre de service. Je l'ai un peu dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que le aller vers et aller à la rencontre, il compte autant dans ARC qu'attendre qu'on va dire qu'on nous envoie un message ou qu'on vienne nous voir, parce que
Bon, bah déjà, les tuyaux d'orgue dans les organisations syndicales, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on a aussi une stratégie d'aller vers les sections. Alors, la différence avec le contrôle, bah, c'est bien simple. C'est qu'en gros, en tout cas dans le projet ARC, d'ailleurs Stéphane l'a dit, il y a une répartition en interne de la CFDT entre les fédérations et l'interprofessionnel. Nous, côté interpro, l'objectif principal, c'est d'accompagner des sections syndicales qui sont dans le besoin sur un système de subsidiarité. Je m'explique, c'est-à-dire que si une section ne trouve pas de réponse au plus près de son syndicat ou de sa fédération, et c'est rarement le cas dans les très grosses entreprises où c'est très bien structuré, où il y a un fonctionnement de soutien fédéral, elle peut s'adresser à l'interprofessionnel ou l'interprofessionnel peut lui proposer une offre d'accompagnement pour l'aider sur des choses qui relèvent de son action syndicale. Donc, c'est assez divers et varié. Par exemple, sur une URI comme l'Île-de-France, ça peut être effectivement de les aider à faire le tract. Ça peut être les aider dans une stratégie de mobilisation. Alors, ça a été dit, hein, ça peut aller simplement de leur fournir du matériel de Barnum, mais aussi gérer tout le continuum de sécurité dans le cadre d'une grosse mobilisation sur un territoire. Ça peut être aussi de les aider à construire un argumentaire revendicatif. Mais effectivement, en faisant ça, on fait aussi de la CFDT, c'est-à-dire qu'on en profite pour passer les messages d'organisation. Donc, on n'est pas dans le contrôle, mais le fait d'être proche de ces équipes-là, on voit un peu comment ça fonctionne si elles sont dans le cadre global de la CFDT. Ça nous fait aussi des retours terrain ultra importants de ce qui se passe dans certains secteurs. Et donc, c'est un peu un donnant-donnant. C'est-à-dire, en leur proposant du service qu'ils prennent ou en venant nous voir, évidemment, on les aide, on les accompagne et on met de la tuyauterie, de l'huile dans les rouages, voire même on les aide à faire. Mais après, quand on fait de l'aide, l'idée, c'est qu'ils capitalisent et qu'après, ils puissent faire seuls et que même ils fassent un peu des petits. C'est pour ça que je finis là-dessus. Le réseau qu'on forme d'accompagnants ARC, c'est un réseau de tête de pont. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils aillent chercher d'autres personnes ensuite pour faire la même chose et démultiplier. Et que ce ne soit pas 10 sachants qui font de l'accompagnement ARC partout dans l'organisation. Déjà, humainement, ce n'est pas possible. Et qui, après, tout repose sur eux. L'idée, c'est de faire du transfert de compétences aussi. Et donc, transfert de compétences, appui, aide et pas contrôle. Mais en même temps, ça permet aussi de voir dans quel fonctionnement est l'organisation CFDT. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair sur le distinguo contrôle. Et vous en faites 30, ouais. Et vous en faites 30 à 40 par an. On avait fait sur la mandature Île-de-France, on avait compté, on en avait fait entre 120 et 130 sur 4 ans, les accompagnements. Ok. Donc, c'est une super richesse sur laquelle vous pouvez capitaliser, effectivement. Ouais, on avait réparti par secteur, on avait un peu regardé, donc on avait une image assez fiable de ce qu'on avait pu faire sur ARC. Voilà. Après, juste je termine là-dessus, je vous laisserai. Parfait, merci. Il y a Rodolphe, il y a des conseils. Conseils, c'est, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on va aussi chercher de la compétence en externe dans le cadre du C avec les experts. Ça arrive aussi dans le cadre de l'ARC. Ok. Merci Diego. Merci à toi et bonne fin de journée. Au revoir à toutes et à tous. Gérard. Ouais, merci. Gérard Mardinier, il est pas parti, Gérard. Il va revenir parce que voilà. Chloé, tu es là? Chloé, tac. Gérard. Ah, Gérard. Donc Gérard, sur la partie formation, tu m'expliquais qu'il y avait une montée en niveau des besoins, par exemple sur les formations économiques. Je vais te laisser embrayer sur les besoins, comment vous montez en gamme dans le besoin de formation. Donc, comment ça se transmet, par exemple, sur les formations économiques, les nouveaux niveaux sur lesquels vous formez vos militants? Oui, ça part du constat que finalement, comme on le dit souvent, l'économique et le social sont les deux faces d'une même pièce finalement, hein, et que donc il y a un besoin, et nous on a une famille d'adhérents, de militants et de salariés qu'on représente qui ont besoin de comprendre finalement comment on peut être amené à revendiquer tel ou tel point sur le domaine social. Et donc, on a des formations économiques depuis très longtemps, mais on a été amené à les compléter par des formations beaucoup plus complètes, si j'ose dire, qui vont jusqu'à aborder des points très avancés comme les prix de transfert. Et bon, l'actualité récente, hein, vous avez vu McDonald's, mais ce matin, Philippe Petit-Colin a parlé de GE Belfort. On voit bien que tous ces trafics financiers, entre guillemets, qui
s'apparente quand même un peu à de l'évasion fiscale, hein. Après, sans compter les conséquences que ça peut avoir sur le calcul de la participation des salariés, hein, ça c'est des sujets qui sont d'actualité, nous amène à beaucoup former nos militants sur ce domaine-là. Alors bien sûr, pas le jeune adhérent qui vient d'arriver, mais tous nos militants qui sont dans les commissions économiques de CSEC, dans des boîtes internationales, ben, il y a un sacré appétit à se former sur ces domaines-là. On aborde aussi le domaine de la comptabilité extra-financière parce qu'on veut s'orienter de plus en plus, et vous savez, alors on n'est pas les seuls, d'autres collègues le défendent aussi, mais un modèle d'entreprise beaucoup plus responsable et beaucoup plus durable, et que donc il faut aborder tout ce qui est les dispositifs de comptabilité extra-financière pour aller en faire la promotion au sein des entreprises. Parce que la RSE, même si avec beaucoup de collègues également, on est des chauds supporters de la RSE, ben on voit bien que toutes les mesures d'application volontaire, quand même, ont très largement leurs limites et on le voit avec un tas de situations. Donc nous, il faut vraiment, et c'est un axe stratégique, de monter en compétence nos militants et donc de les former, y compris à des formations qui ne soient pas uniquement juridiques dans le domaine du droit du travail ou de la connaissance de telle ou telle convention collective, mais qui soient également au niveau économique et stratégie d'entreprise. On a par exemple, mais je sais que nos collègues de la CFDT l'ont aussi, pour en discuter avec eux, un cercle des administrateurs salariés, donc, où on fait échanger nos différents représentants qui sont dans les conseils d'administration de leur entreprise, alors pas sur les situations qu'ils peuvent rencontrer sur tel ou tel dossier particulier, mais c'est quoi les moteurs de la prise de décision stratégique dans un conseil d'administration et comment on peut intégrer justement une durabilité, la prise en compte de critères sociaux et environnementaux pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, ce sont des exemples de ce qu'on est amené à faire et qui donne une grande satisfaction à tous ceux qui suivent ce type de formation. Merci Gérard. Alors, peut-être, alors avant de relancer, parce que je vais vous lancer une perche commune à toi Gérard en premier, mais Chloé, si tu veux monter sur scène, parce qu'effectivement, je t'avais pas, excuse-moi, sur le fil rouge. Chloé, si tu veux parler, peut-être, ça peut sonner aux oreilles de certains, sur ce que vous faites en tant qu'UNSA avec UNSA Please, très rapidement. Ouais, vas-y. Oui, je peux faire court, puisque sur les démarches de formation, on est aussi, c'est la même logique que dans les autres organisations syndicales. UNSA+, c'est la plateforme de services que l'UNSA a mis en place aussi depuis notre congrès de 2019, qui est vraiment l'idée, c'est de fonctionner par ticket pour l'ensemble de nos sections, nos syndicats, pour toute question concernant à la fois la stratégie électorale complète jusqu'à la retouche d'un tract, la question juridique, la veille d'un CSE. Voilà, on a cette plateforme d'entrée qui permet de faire un suivi bien tracé et puis d'accompagner les syndicats au plus proche. Alors bien sûr, l'entrée classique reste la fédération et l'accompagnement, on va dire, reste la fédération pour les questions un petit peu plus stratégiques. Mais clairement, UNSA Please nous permet aussi au territoire à la fois au territoire et au syndicat, d'avoir cet espace où on peut interagir et faire le suivi des sections. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est monté en puissance, et puis c'est complètement, c'est tout à fait complémentaire par rapport aux autres dispositifs qu'on peut avoir. Voilà. Et je rejoins aussi l'importance d'avoir des formations juridiques, mais aussi des formations sur des sujets un petit peu plus macro pour pouvoir faire monter en compétence nos élus et nos responsables syndicaux. Rodolphe, tu es immobile. J'étais immobile, en plus sans micro. Donc, alors là, la totale, même invisible. Donc, je répète depuis le début. Gérard, on avait préparé dans le cadre dans le cadre du cadrage
le fait que je vous lance, et donc c'est toi le premier que je vais lancer sur ce sujet-là, la formation, c'est un poids important, essentiel dans vos organisations. C'est parce que c'est pédagogiquement, hein, le levier que c'est, le levier pour permettre aux militants de se rencontrer avec une forte culture du présentiel, très très fort, on se réunit pendant plusieurs jours, on fédère, ça au-delà de la dimension pédagogique, ça permet de créer de la motivation, comme on en a parlé ce matin, etc. Mais c'est également un levier financier pour vous, un levier de financement très important pour tous les appareils que vous représentez, qu'ils soient représentatifs ou pas. Et dans ce cadre-là, la question que je te pose, Gérard, et on pourra tourner là-dessus, c'est dans quelle mesure vos formations sont très orientées encore sur une approche présentielle, où on se regroupe, et pas trop sur du mixte, où on permettrait davantage de distanciel pour permettre peut-être à des militants qui sont perdus au fin fond de petites boîtes. Enfin bon, tout le monde n'a pas la possibilité de bouger pour passer 2 jours de formation, ou même si c'est plus modulaire. Enfin bref, il y a une problématique d'accès à la formation. Et donc, la réflexion sur l'ingénierie pédagogique que ça pourrait avoir et comment on pourrait y répondre le mieux, dans quelle mesure elle se heurte avec le risque que si vous développiez des formations plus hybrides, etc., directement, le ministère du Travail vous rognerait sur les budgets de formation liés aux organisations syndicales. Moi, je vous lance là-dessus. Gérard. Ouais. Oui, alors déjà pour dire qu'effectivement, il y a un dispositif légal de financement des formations syndicales, mais qui ne vise, en fait, ce n'est pas une ressource économique en tant que telle. En fait, ça veut dire que la formation de nos militants est financée. Donc, si on les finance par un autre moyen, enfin, par des moyens plus légers qui font appel à de la visio, par exemple, et qui ne nécessitent pas de transport, etc., ouais, on sera moins remboursé, mais parce qu'on a moins engagé de frais aussi. Donc ça, c'est pas vraiment le problème. En revanche, il faut s'adapter, mais le Covid y a aidé. Hein. Effectivement, on a développé des modules de formation en visio, hein, qui malheureusement ne permettent pas de faire quand même, de remplir une des missions importantes des formations, qui est de se créer un réseau, d'échanger, de commencer à aborder l'interpro avec des collègues. Et puis finalement, on parlait tout à l'heure des unions régionales et départementales. On organise aussi des stages dans nos UD et nos UR qui permettent à pas tout le monde de devoir monter sur Paris quand il a à suivre une formation. Hein. Donc ça, il y a déjà ce déport en province qui est déjà réalisé. Et puis, encore une fois, je te dis, sur le problème financier, ce n'est pas vraiment un problème financier, c'est-à-dire le Code du travail prévoit que les syndicats sont financés pour la formation syndicale qu'ils dispensent à leurs adhérents. Donc voilà. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, qui veut rebondir sur ce sujet, qui n'en avait peut-être pas, hein, Stéphane, Pierre? Oui, alors sur la formation des militants. Rapidement, oui. Pierre. Hein. Alors, nous avons une vingtaine de formations par an. Alors, il y a des formations syndicales, il y a des formations donc plus adaptées, SSCT, CSE, et puis il y a très peu de formations juridiques. En gros, c'est 600 à 700 jours de formation par an, puisque les formations, donc c'est 2, 3, 4 ou 5 jours, et il y a une vingtaine de stagiaires à chaque session. Alors moi, je ne suis pas pour la formation par visio, tout simplement parce que, alors tu parlais tout à l'heure de l'éloignement, oui, mais ce n'est pas un problème. Les hôtels sont pris en charge, le transport est pris en charge, et le stagiaire, lorsqu'il passe une semaine immergé complètement dans sa formation, au lieu de retenir 15%, il va peut-être retenir 30 ou 40%. Et il y a même certains stages, quand on fait, alors nous, on est impacté par la saisonnalité, donc on a des formations en janvier-février, ce sont des camarades qui viennent des stations de ski, et c'est compliqué de rentrer tous les soirs, donc ils restent à l'hôtel, le soir ils se voient, et ça crée du lien. Et ce lien qu'ils créent, ensuite ils s'échangent leur numéro de téléphone, et ils gardent ce lien entre eux, et ils s'aident entre eux, ils échangent encore entre eux sur d'autres sujets de la formation, lorsqu'ils ont besoin d'un coup de main, entre eux ils s'aident, il y en a qui sont plus avancés donc dans leur mandat. Donc moi je maintiens cette formation. D'ailleurs en plus formation présentielle, pour moi c'est l'essentiel. Alors en plus de ça, si on rajoute tous les problèmes techniques liés aux formations virtuelles, hein, donc entre le micro qui marche pas, la caméra qui marche pas,
c'est trop compliqué ce truc-là. C'est valable pour ce qu'on fait là, où c'est organisé, ça dure 2-3 heures, c'est bon. Mais quand on fait une formation de 5 jours, la formation en distanciel comme ça, c'est trop long. En plus, la personne va être chez lui, il y aura peut-être les enfants, il y aura peut-être son conjoint ou sa conjointe. Bref, moi, je ne suis pas du tout pour et ça marche très, très bien comme ça. Je dirais que le gros problème que l'on peut avoir dans le cadre de la formation, c'est les formations SSCT, les formations CSE, où là, pour la formation SSCT, on rencontre des problèmes avec les employeurs qui veulent absolument, eux, faire ces formations avec leur organisme à eux, pour expliquer ce qu'ils pensent eux, et puis pour les coûts, éventuellement, et les formations CSE où les budgets des CSE ne sont pas extensibles. Donc, dans des petites entreprises où les budgets sont de l'ordre, je parle d'une entreprise de 50 ou 60 salariés, le budget de fonctionnement est de l'ordre de 2 à 3 000 euros. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire toutes les formations qu'ils auraient souhaitées. Donc là aussi, le 0,2% de 1982 n'a jamais évolué. Là aussi, il y aurait de quoi dire. Voilà, en gros, pour la formation. Mais il n'y a pas que la formation pour que le militant avance. Il y a le conseil et l'information. Et ça, il l'a lorsqu'il apprend le chemin de l'union locale, de l'union départementale. Il prend l'habitude de se rapprocher de ça. À côté de ça, on a enlevé pas mal de formations juridiques parce que je ne veux pas que les militants syndicaux… Alors, je suis un peu spécial ici, mais ça marche bien. Non, Pierre, je vais être obligé de te couper. Non, parce qu'on est à 16 heures déjà. Pour une seconde. Je ne veux pas que les militants syndicaux deviennent des juristes. Ce n'est pas du tout l'objet d'un syndicat. Voilà. Très bien, merci. Message passé. Et ce que tu me disais, effectivement, c'était un frein à l'action collective, effectivement, pour toi. Stéphane, peut-être un petit mot là-dessus? Ouais, très vite fait. Nous, on a développé, Covid oblige, on a développé des formations distancielles. Ça ne prend pas forcément. Alors, ce qui prend bien, c'est les webinaires. Des réunions, par contre, en visio, on a développé, ça permet de toucher plus de monde. Sur des formations style CSSCT ou CSE, comme le disait Gérard tout à l'heure, ce qui fait vraiment notre force, c'est les échanges qu'il peut y avoir informels dans toutes nos formations. On donne des axes syndicaux, mais aussi on permet de constituer des réseaux, de permettre des bonnes pratiques. Et quand on est en distanciel, mais les pauses, on ne les partage pas. Donc, du coup, on perd cette essence même de la formation. Donc, nous, on a ces formations sur catalogue, sur étagère. On les propose. Ils ne font pas forcément le point. On les a, on les développe de plus en plus. Par contre, ce qu'on développe, ce qui marche bien, c'est les webinaires, des formations quand on veut toucher vraiment beaucoup de monde, ou plutôt des informations sur un sujet précis. Mais la formation en tant que telle, on continue plutôt à favoriser le présentiel au plus près du lieu de vie. Ok, parfait. Message reçu. Merci Stéphane. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de ce direct et je propose à Jean-Claude et à Arnaud de faire un peu conclure l'exercice facile de la conclusion synthèse. Arnaud, tu te lances et je te laisse la place. On continue le switch très, très mécanique du changement de siège. Non, mais je ne vais rien dire de plus parce que la synthèse se suffit à elle-même. En tout cas, vous avez tous été très concis dans vos conclusions. Merci encore de votre participation. On a noté évidemment énormément de choses. On se rend compte que les pratiques et l'approche militante de la relation avec les syndicats et les militants est effectivement très différente d'une organisation à une autre. Mais encore une fois, je me rappelle par rapport à ce qu'on a dit ce matin, c'est aussi ce qui fait la richesse de notre syndicalisme. Donc en tout cas, bonne continuation à tous, bon courage et j'espère à très bientôt. J'ai été tellement rapide que Jean-Claude est obligé de se lever et de traverser la salle pour me remplacer. À très bientôt, bon courage. Oui, je pense que simplement pour peut-être un peu compléter ce qui a été dit, ce que l'on constate dans toutes les études sociologiques qui ont été en fait conduites sur la question de la formation des militants, ça concerne bien sûr le milieu syndical, mais pas que le milieu syndical, hein, c'est aussi valable pour les associations et d'autres. Ce que l'on constate, c'est que le spontané, c'est-à-dire l'impulsion de l'individu, souvent sollicité, on l'a vu ce matin dans l'étude que nous avons publiée, en raison d'une interpellation, soit
parce que la personne constate quelque chose qui ne va pas, une injustice, elle veut agir, elle veut se mobiliser, soit parce qu'elle est en fait incitée par une personne qui, pour elle, est référente. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la personne décide de se mettre en mouvement, donc le mouvement spontané, c'est là où elle est la plus à même, après, de se former, d'obtenir en fait une formation, mais qui va l'accompagner dans sa prise de responsabilité, dans sa mise en mouvement. Et c'est vraiment très important, lorsque vous avez des nouveaux militants qui arrivent, d'être bien calé pour les accompagner dans cette prise de responsabilité. Et très souvent, quand on constate, je dirais, des allers-retours, des gens qui adhèrent et qui sortent, etc., c'est parce qu'il n'y a pas eu ce sas de formation juste après l'adhésion pour permettre aux personnes de renforcer leur mouvement spontané, pour leur permettre, y compris, de mieux comprendre et d'avoir les instruments pour s'inscrire dans leur action qu'ils ont choisi pourtant, et pour leur permettre d'obtenir des résultats. Mais quand, en fait, on a réussi en fait, à accompagner par la bonne formation, par le bon mouvement, à faire en sorte, je dirais, par cette action d'accompagnement, ben, on permet aux gens à la fois d'être plus autonomes, d'obtenir des résultats et de devenir, dans leur action, des cadres dans leur milieu, parce que justement, ils vont obtenir des résultats. Hein, ça, c'est fondamental de le comprendre. Hein, c'est vraiment une période clé. C'est pas attendre trop longtemps pour former les gens qui arrivent, et c'est de ne pas attendre trop longtemps lorsqu'il y a des besoins en matière de spécialité. Quand les gens attendent des réponses, il faut vraiment les accompagner. Sinon, vous risquez de les perdre. Sinon, vous risquez d'après de les avoir déçus. Ou alors, ils vont rencontrer des difficultés qu'ils ne vont pas surmonter, et ne surmontons pas ces difficultés, ils vont quelque part après ils vont baisser les bras, ils vont se démotiver. Hein. Donc, il faut que la formation, en fait, le spontané précède le conscient. Vous voyez, ça, c'est très important de le comprendre. Je crois que, bon, vous l'avez compris, hein, puisque vous êtes à tous les niveaux capables je dirais, d'agir avec j'ai regardé tout ce qui s'est dit là, avec une très grande richesse, une très grande diversité. Après, peut-être y a-t-il un faux débat entre la question de la formation à distance et en présentiel. Je pense qu'il y a certaines formations, il faut vraiment qu'elles se fassent en présentiel. Ensuite, certaines formations en présentiel, voire des informations, des incitations à la formation, de l'information, peuvent se faire en distanciel. Il ne faut pas, à mon avis, trop opposer les choses. Pourquoi ? Parce que vous prenez certains publics, vous pouvez peut-être les attirer. Je pense en particulier l'encadrement supérieur même, les jeunes, etc. Il y a certains publics qui vont peut-être être plus facilement mobilisables sur de la formation de courte durée à distance dans un premier temps, avant peut-être de les accompagner parce qu'ils auront pris des responsabilités pour de la formation à plus long terme. Donc, je ne pense pas qu'il faille opposer. Il faut vraiment réfléchir par public, par contrainte aussi, en sachant que des formations en séminaire, comme ça a été évoqué par Pierre Didiot, eh bien, ces formations, effectivement, sont transformatives, en ce sens où les gens passent une étape, passent un cap. Et très souvent, lorsqu'ils font une formation qui est une réussite, hein, bien entendu, si ce n'est pas réussi, c'est autre chose, mais lorsqu'ils font une formation de qualité pendant une certaine durée dans un groupe immergé, en général, ils sortent confortés dans leur action. Mais encore faut-il pouvoir les amener à cela. Et parfois, nécessité il y a de les préparer. Et puis, deuxième aspect, après, une fois qu'on a fait ça, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas toujours facile de le faire. Il y a des restrictions. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, l'encadrement, avec la pression qu'il y a au niveau du travail, est très peu disponible pour partir 4 ou 5 jours. C'est très compliqué. Nous, on a un département formation qui marche très fort à Technologia. Je peux vous assurer qu'en termes de mobilisation sur, je dirais, l'encadrement, c'est très compliqué de les décrocher pendant 3-4 jours de leur boulot. Non pas qu'ils ne veuillent pas, mais parce qu'il y a une telle pression, il y a un tel engagement de la part de la direction, de leur hiérarchie, que ce n'est pas toujours simple. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant d'avoir une possibilité
bien sûr, je dirais, qui n'est pas en substitution, mais qui leur permet malgré tout d'être informés, formés, etc. Certaines formations peuvent, de ce point de vue-là, être un démultiplicateur plutôt qu'une amputation. C'est ça que je voulais dire. Alors, bon, après, tout ce qui a été dit, je vais pas revenir, hein, il y a des actions qui se multiplient et c'est très heureux dans la période actuelle pour tenir et éviter des dérives qui pourraient être très graves dans notre pays. Hein. On ne valorise pas suffisamment le travail des syndicalistes dans la diversité de leur action. Et ça, c'est bien dommage parce que sans cette action syndicale au quotidien dans les boîtes, dans les branches, au niveau national, dans les organismes paritaires, etc., on aurait des dérives qui seraient insupportables pour l'ordre social de notre pays. Donc, il est très important de continuer cette activité. Je ne dis pas ça parce que, en fait, pour des raisons je le pense profondément. Moi, j'ai choisi à 32 ans de quitter la haute fonction publique pour créer Technologia parce que je considérais déjà à l'époque que ce travail invisible, très souvent au quotidien et parfois très éprouvant, mené par les femmes et les hommes engagés dans le syndicalisme était essentiel. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer. Et puis nous, bon, avec le groupe UP, avec les équipes de Technologia, on espère continuer à vos côtés. Je précise sur la question juridique, j'ai un petit désaccord avec Pierre. Je pense que la question juridique ne doit pas être envahissante, mais qu'elle soutient malgré tout. Parce que quand on est confronté à des arguments, à une asymétrie d'information par rapport à une direction, il est quand même très intéressant de pouvoir faire appel à la jurisprudence, de pouvoir faire appel au code du travail pour défendre le bout de gras. Alors, je ne dis pas que ça fait tout, je dis que ça peut aider. Et donc, il ne faut pas non plus aller trop loin dans le fait de ne pas avoir une culture juridique. Je pense que les bons stratèges savent à la fois manier le verbe, mais manier le texte aussi. Le texte juridique est important dans notre pays. On est dans un pays écrit, avec un code écrit, il faut quand même le maîtriser. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, la réussite de nos droits, avec cette application qu'on a lancée il y a 2 ans et demi, qui montre bien qu'il y a une très forte demande de ce point de vue-là pour préparer les réunions, pour répondre à des questions, pour pouvoir ne pas être ridicule ou humilié parfois en réunion parce qu'on ne connaît pas le texte, alors que ce n'est pas la culture est forcément essentielle du syndicaliste de départ, qui n'a pas forcément une formation juridique. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment… on demande beaucoup aux syndicalistes, hein, et il faut qu'ils aient une palette de compétences tellement importante qu'il est nécessaire effectivement de travailler en collectif et puis de travailler aussi avec ceux qui peuvent vous aider, les experts comme Technologia ou d'autres, dans vos actions au quotidien. Voilà, je vous remercie et puis je relaisse la chaise à mon ami Rodolphe. À bientôt. Bon, moi, ça va être super bref. Merci à toute la salle, aux participants qui sont toujours présents pour avoir participé à cette matinée, à cet après-midi. Qui se clôture maintenant. Donc, merci aux participants et participants de la salle. Merci aux intervenantes et intervenants de cet après-midi et de ce matin. Et merci enfin à UP et à Technologia d'avoir porté ces 2 séquences matinales sur le thème de la motivation. Écoutez, j'espère que ça vous a boosté pour le week-end. Et en tout cas, bon week-end à tout le monde. Et continuez bien sûr à suivre des deux lives avec des synthèses éditorialisées. Et surtout, on vous envoie à tout le monde, les participants de cet après-midi et de ce matin. Là, d'ici 3 quarts d'heure, vous recevez le baromètre qui a été conduit par Technologia et par UP. Donc, merci à vous tous et à bientôt. Bonne journée, bon week-end. Travaillez bien. À bientôt. Au revoir.